Bonjour la famille, tente avec des histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Aussi, cliquez généreusement sur le bouton j'aime car cela signifie énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Nkechi fixait les bougies vacillantes soigneusement disposées sur la table à manger. Leur douce lueur illuminait les serviettes soigneusement pliées et les 2 assiettes de nourriture qu'elle avait préparées des heures auparavant. La vapeur ne s'élevait plus des plats, ils étaient froids maintenant. L'horloge murale cliquetait avec une certitude monotone, chaque minute marquant son anxiété et sa déception. C'était censé être une célébration, son anniversaire de mariage. Elle avait méticuleusement mis la table, préparé la soupe préférée de Femi, et s'était même parée d'une robe qu'il avait autrefois prétendu aimer. Mais il n'était pas là. Elle attrapa son téléphone, vérifiant les appels manqués ou les messages. Rien. Pas de SMS disant qu'il était en retard, pas d'appel pour s'excuser d'un quelconque retard imprévu. Elle soupira et repensa à comment les choses étaient au début de leur rencontre. Femi était vif, spontané, et parfois excessif. Cette personnalité l'avait séduite. Avec le temps cependant, elle apprit que tout ce qui brille n'est pas or. Pourtant, elle n'aurait jamais imaginé un jour où il oublierait quelque chose d'aussi important que leur anniversaire. Alors que la nuit avançait, les bougies sur la table semblaient rétrécir sous le poids de ses craintes inexprimées. Une vague de tristesse la submergea, mais elle se blinda d'un calme imperturbable, une attitude qui en était venue à la définir. Nkechi picora le repas dans son assiette, essayant de sauver l'effort. Elle tamponna les larmes qui menaçaient de s'échapper du coin de ses yeux, refusant de les laisser couler. Il y avait une douleur sourde dans son cœur, mais elle ne laisserait pas cette nuit la réduire à des larmes et au désespoir. Elle avait décidé depuis longtemps qu'une dignité silencieuse parlait souvent plus fort que des confrontations dramatiques. Elle arpentait le salon, jetant occasionnellement un coup d'œil par la fenêtre, espérant voir les phares de la voiture de Femi. Mais alors que les minutes se transformaient en heures, aucune voiture ne s'engagea dans l'allée. Finalement, elle prit une décision tranquille. Elle ne l'attendrait plus. Elle souffla les bougies, tira les rideaux et débarrassa la table. C'était étrange de ranger seul tout un dîner d'anniversaire. Les seuls bruits dans la maison étaient ses mouvements et le léger bourdonnement du réfrigérateur. À l'étage, elle se prépara pour le lit, essayant d'ignorer la tension lancinante qui montait dans son estomac. Il y avait un sentiment distinct que quelque chose de plus grand se profilait à l'horizon. Quelque chose au-delà d'un anniversaire manqué. Pourtant, elle s'enveloppa dans une couverture, fixa l'espace vide à côté d'elle et se dit que demain apporterait des réponses. Le sommeil, cependant, ne vint pas facilement. Elle repassa l'année écoulée, les promesses que Femi avait faites, et combien il en avait rompu. Il y avait des signes croissants de distance, des nuits tardives inexpliquées, des appels téléphoniques secrets, des chuchotements dans les coins. Comment en était-on arrivé là? Les nuits s'étirèrent longuement jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube touchent le ciel. Nkechi ferma finalement les yeux, décidant que si Femi n'honorait pas leur anniversaire, elle s'honorerait au moins elle-même avec du repos. Cette nuit-là, elle sentit la première fissure dans les fondations de son mariage, bien qu'elle s'accrochât encore à l'espoir que quelque chose pourrait être sauvé s'il communiquait simplement. Elle était loin de se douter que le pire était encore à venir. Le lendemain matin, Nkechi se réveilla sous les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux. Le lit à côté d'elle était toujours vide. Elle vérifia instinctivement son téléphone, aucun nouveau message de Femi. Bientôt, son doigt plana au-dessus de l'application de réseau social qu'elle utilisait le plus. Elle hésita avant de l'ouvrir, incertaine de ce qu'elle pourrait y trouver. Quelques jours plus tôt, elle avait vu des photos énigmatiques de Femi faisant la fête avec des amis, mais elle avait essayé de les ignorer, lui accordant le bénéfice du doute. Aujourd'hui, cependant, sa curiosité l'emporta sur sa prudence. Son fil d'actualité était rempli des publications habituelles ou des amis célébrant des promotions, des membres de la famille partageant des citations motivantes et, nichée entre elles, une vidéo d'un bar en rooftop. L'angle était tremblant, comme si elle avait été filmée par quelqu'un qui dansait, mais au centre de l'image, riant et trinquant, se trouvait Femi, son mari. Il avait son bras autour de Tina, une jeune femme au style flamboyant, ses cheveux tressés descendant jusqu'à sa taille. Le couple semblait perdu dans sa propre bulle de plaisir, inconscient du monde qui l'entourait. Le cœur de Nkechi battait la chamade. Elle augmenta le volume.
Le court clip les montrait criant quelque chose à propos de « célébrer la vie ». Et Femi fit tournoyer Tina. Au bord de la vidéo, on devinait les lumières nocturnes de la ville, indiquant que cela s'était probablement passé la nuit précédente, la nuit de son anniversaire. La vidéo se terminait par une avalanche d'émojis et les acclamations des amis de Tina. Les commentaires en dessous allaient de « Vous êtes magnifiques tous les deux, ah, couple de rêve ». Nkechi réprima une vague de colère et de douleur. Elle se força à revoir le clip pour s'assurer qu'elle ne tirait pas de conclusions hâtives. Mais à chaque visionnage, le nœud dans son estomac se serrait davantage. Elle réalisa que Femi n'avait pas simplement oublié leur anniversaire. Il avait délibérément choisi de le passer avec une autre femme, dans un lieu public, et d'une manière qui l'humiliait. Un sanglot silencieux s'échappa de ses lèvres, mais elle l'étouffa immédiatement. Elle ne se laisserait pas écraser par le choc. Au lieu de cela, elle se souvint des conversations avec des amis qui avaient fait allusion au comportement suspect de Femi. Il y avait eu des rumeurs d'une maîtresse. Quelqu'un de plus jeune, de plus tape à accent grave-l'œil, et plus en phase avec ses nouveaux goûts. Nkechi avait refusé d'y croire alors. Mais la preuve était maintenant partout sur son fil d'actualité. Elle inspira profondément, forçant son corps tremblant à retrouver son calme. Elle ferma l'application et réfléchit à sa prochaine étape. Devait-elle le confronter directement? L'appeler? Exiger une explication? La colère était là, brûlante et cuisante, mais aussi un sentiment croissant de détermination. Elle décida d'attendre d'avoir plus d'informations. Une vidéo était déjà accablante, mais si féminine, elle voulait être armée de plus de preuves. Son téléphone vibra, la surprenant. Elle jeta un coup d'œil à la notification, une vieille amie réagissant à la même publication. Nkechi savait que la machine à rumeurs allait bientôt se mettre en marche, et quel serait le sujet de conversation des connaissances proches et lointaines. Au lieu de paniquer, un calme surprenant l'enveloppa. Elle était en colère, blessée et déçue, mais la clarté faisait surface. Son mariage tel qu'elle le connaissait était sur un terrain glissant, et s'il devait s'effondrer, elle s'assurerait de ne pas sombrer avec lui. Plus tard dans la journée, Femi entra enfin par la porte d'entrée, l'air plus triomphant qu'empreint de remords. Nkechi était assise sur le canapé, son ordinateur portable ouvert devant elle, comme si elle était en pleine. Elle le fixa d'un regard ferme. « Où étais-tu la nuit dernière » demanda-t-elle, la voix tremblant légèrement. « Réunion d'affaires » dit-il en affichant un sourire dédaigneux. « Je t'avais dit que je pourrais être en retard. » Nkechi faillit rire. « Réunion d'affaires ? Le jour de notre anniversaire ?» Elle marqua une pause pour donner de l'effet, laissant ses mots s'installer. « Dans un bar en rooftop ?» Le sourire de Femi tressaillit très légèrement. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Pourquoi m'interroges-tu » rétorqua-t-il, prenant un ton délibérément fort. Il jeta ses clés de voiture sur la table basse. La voix de Nkechi resta mesurée. « J'ai vu la vidéo. Toi et Tina dansant toute la nuit. » Elle cligna des yeux, attendant une sorte d'explication. Quelque chose, même un mensonge, aurait été mieux que le haussement d'épaule arrogant qu'il lui offrit. « Tu exagères. C'était juste quelques collègues qui se détendaient après le travail. » Il croisa les bras, s'appuyant contre le mur. « Et Tina ? C'est une amie à moi. Tu sais comment les gens inventent des histoires. Ne sois pas dramatique. » À cet instant, elle réalisa à quel point il était loin. Ses yeux rayonnaient de mépris, et son ton était teinté d'irritation plutôt que de remords. Elle se leva, le regardant droit dans les yeux. « Femi, je ne suis pas stupide. Ne m'insulte pas. J'ai vu la vidéo. » Il roula des yeux. « Écoute, si tu veux en faire toute une histoire, c'est ton problème. Mais ne t'attends pas à ce que je reste assis ici à valider ta paranoïa. » Son souffle se coupa. Autrefois, elle aurait argumenté, insisté davantage. Mais quelque chose en elle changea. Au lieu d'élever la voix, elle se détourna et monta calmement dans leur chambre. Derrière elle, Femi fit un claquement de langue sarcastique, marmonnant qu'elle agissait de manière trop dramatique. Dès qu'elle ferma la porte de la chambre, elle s'appuya contre, les yeux fermés, les larmes aux yeux. La cruauté de ses paroles la blessa plus qu'elle ne voulait l'admettre. Pourtant, la colère remplaçait rapidement sa tristesse. Elle ouvrit les yeux, parcourant du regard la chambre familière qui lui semblait maintenant étrangement étrangère.
Le lit qu'ils avaient autrefois partagé, le placard qu'ils avaient autrefois joyeusement réaménagé pour y ranger leurs 2 affaires, tout semblait souillé. Au cours des heures suivantes, elle repassa leur conversation. Il ne s'était même pas excusé ni n'avait reconnu l'anniversaire. Au lieu de cela, il lui avait menti en face, comme si elle ne signifiait rien. Chaque fois qu'elle se rappelait son ton dédaigneux, elle sentait sa résolution se durcir. Il était clair que les trahisons de Fémi n'étaient pas seulement physiques. Il l'avait manqué de respect émotionnellement, psychologiquement et publiquement. Cette nuit-là, lorsque Fémi tenta de lui reparler, elle le regarda simplement comme s'il était transparent, son silence bien plus puissant que n'importe quel mot. Il parut déstabilisé, peu habitué à son self-control. Dans l'obscurité de la nuit, elle resta éveillée, élaborant un plan pour elle-même. Elle ne pouvait pas le forcer à être fidèle ou honnête, mais elle pouvait se préparer au pire. Si leur mariage était sur la voie de la destruction, alors elle devait être prête. La lumière du matin se glissa à travers les fenêtres, illuminant la chambre d'une douce lueur. Nkechi se leva discrètement, attrapa son téléphone et un carnet, et commença sa journée avec un nouveau sentiment de détermination. Elle s'assura que Fémi était partie à la salle de sport avant de descendre. La maison semblait vide, mais aussi étrangement réconfortante, comme une scène prête avant que les acteurs ne reviennent jouer. Elle se prépara une tasse de thé et s'installa sur le canapé. Elle prit le carnet entre ses mains et commença à noter chaque incident suspect dont elle pouvait se souvenir. Les dates et heures où Fémi rentrait tard sans explication, les appels téléphoniques énigmatiques, l'argent manquant sur leur compte joint. Elle nota des détails sur les rumeurs qu'elle avait entendues par des amis. Elle documenta soigneusement la publication Instagram avec la vidéo de Fémi et Tina, l'horodatage et le nom d'utilisateur qu'il avait initialement téléchargé. C'était le moment où elle l'admit pleinement à elle-même. Son mariage était sous assistance respiratoire. Les illusions devaient être brisées pour sa propre survie. Peu importe comment cela se terminerait, elle voulait avoir une trace de tout. C'était sa première étape vers l'autoprotection. Le thé refroidit sur la table basse alors qu'elle se plongeait dans ses souvenirs, notant chaque dernier détail. De temps en temps, elle s'arrêtait, les yeux remplis de larmes. Elle persévéra, écrivant à travers la douleur. À midi, elle avait plusieurs pages de notes. Elle en prit des photos avec son téléphone, les stockant comme sauvegarde. Quelque chose dans ses tripes lui disait que c'était nécessaire. Juste au moment où elle finissait, elle entendit la porte s'ouvrir en claquant. Fémi entra, frais de sa séance d'entraînement, téléphone à la main. Il lui jeta un regard en passant et se dirigea directement vers la cuisine, ignorant la tension palpable dans la pièce. Nkechi serra fermement le carnet, ne voulant lui donner aucun indice de son nouveau projet. Finalement, il revint de la cuisine tenant une bouteille d'eau. « Qu'est-ce que tu griffonnes là » demanda-t-il, la question plus accusatrice que curieuse. « Juste quelques notes personnelles pour un éventuel projet de travail » mentit-elle, son visage ne trahissant rien. Fémi lorgna le carnet, mais ne dit rien de plus. Il passa devant elle, se dirigeant vers l'étage pour prendre une douche. Nkechi expira lentement. Son instinct lui disait qu'elle avait bien fait de préparer une trace écrite. Elle ne voulait pas de confrontation, pas de dispute, juste la vérité noir sur blanc. C'était à la fois stimulant et déchirant. Elle se protégeait de son propre mari, un homme qu'elle avait autrefois cru être son âme sœur. L'acte de tout documenter était dégrisant. Cela lui rappelait que c'était plus qu'une simple mauvaise passe. Le fondement de la confiance était brisé. Alors qu'elle reprenait sa journée, un appel de Maître Adiz, sa cousine, illumina l'écran. Maître Adiz, ou Ada comme on l'appelait plus familièrement, avait toujours été la guerrière juridique de la famille. Nkechi répondit, la voix ferme mais lourde de soucis inexprimés. « Comment tiens-tu le coup » demanda doucement Ada. Nkechi hésita. « Je gère, mais je pense que je vais avoir besoin de ton aide. » Il y eut une pause. « J'écoute. » Nkechi raconta brièvement les mensonges, les soupçons et les vidéos humiliantes. Elle n'entra pas dans les détails complets mais fournit suffisamment de contexte pour qu'Ada comprenne la gravité de la situation. « Continue de documenter » conseilla Ada. « Et ne le confronte pas tout de suite. Rassemble tout ce que tu peux. Au cas où ça irait au tribunal, tu auras besoin de preuves. » L'appel se termina par la promesse d'Ada de la soutenir quoi qu'il arrive. Nkechi sentit une vague de soulagement la submerger. Elle avait une alliée,
quelqu'un doté d'une expertise juridique et de la loyauté féroce de la famille. Et elle avait son propre instinct, la guidant vers un plan discret mais résolu. Plus tard cet après-midi-là, Maître Addis arriva à l'improviste, entrant dans le salon avec une énergie vive qui laissait deviner son esprit juridique en constante ébullition. Elle portait un blazer formel malgré le temps chaud, ses cheveux tressés en arrière avec soin, dégageant à la fois confiance et chaleur. Nkechi était sincèrement heureuse de la voir. Elle servit à Ada un déjeuner léger, du riz jollof et des plantains, bien qu'Ada fût plus intéressée par la conversation que par le repas. Elles s'installèrent sur le canapé, où Ada mit son assiette de côté et se pencha en avant. « J'ai réfléchi à cette situation depuis notre dernière conversation, » dit Ada. « Tu sais, il ne s'agit pas seulement d'un chagrin d'amour. Il s'agit d'actifs financiers, de réputation, et de tout l'avenir que tu avais prévu. Si cela se termine par un divorce, ce qui semble être le cas, il y aura de sérieuses implications. J'ai besoin que tu sois préparé. » Nkechi hocha la tête, sa voix à peine un murmure. « Je ne veux pas me battre salement. Je veux juste ce qui est juste. Et, honnêtement, je veux juste retrouver ma dignité. » Le regard d'Ada était compatissant mais inflexible. « Je comprends. Mais je sais aussi qu'un homme qui étale sa liaison sur les réseaux sociaux n'hésitera pas à te jeter sans un règlement équitable. Nous devons sécuriser ta position, surtout s'il essaie de réclamer tous les actifs comme siens. » Nkechi ravala la boule dans sa gorge. « Que dois-je faire ?» Ada se pencha. « Ne dévoile pas ton jeu pour l'instant. Reste calme. Si tu le peux, maintiens des interactions civiles avec Femi. Parfois, les gens se trahissent quand ils pensent que tu n'es pas une menace. C'est là qu'ils font des erreurs. Et continue de documenter. Relevé bancaire, contrat de propriété, tout ce qui te lie aux finances ou à la propriété. » Nkechi écoutait attentivement. Elle réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement d'une trahison émotionnelle. Il s'agissait de protéger son avenir. Une vague de gratitude pour les conseils d'Ada la submergea. Elle se sentit moins seule, mieux équipée pour affronter la tempête qui s'annonçait. « Et encore une chose, » continua Ada. « Ne le laisse pas voir ta peur. Car s'il sent que tu t'effondres, il poussera encore plus fort. Il y a un dicton au tribunal, ne laissez jamais l'avocat adverse vous voir transpirer. » Avant de partir, Ada serra Nkechi brièvement dans ses bras. « Tu es forte, Nkechi. Plus forte que tu ne le penses. Souviens-toi de ça. » Alors que la voiture d'Ada s'éloignait, Nkechi retourna à l'intérieur, ressentant un étrange mélange d'appréhension et de résolution. Elle avait passé tant d'années à aplanir les conflits, à essayer de sauver la relation, mais maintenant tout semblait clair. Elle avait une amie, non, une sœur, à ses côtés, l'armant de connaissances juridiques et d'un soutien moral. Et bien que l'avenir incertain se profilât, pour la première fois, Nkechi sentit une lueur d'espoir. Peut-être n'était-elle pas obligée d'être une victime dans tout cela. Peut-être pourrait-elle s'en sortir la tête haute, ou du moins s'en aller avec sa fierté intacte. Juste au moment où Nkechi pensait s'être blindée contre d'autres blessures, un autre poignard trouva sa cible. Tina, la maîtresse, publia une photo sur son Instagram. Mais ce n'était pas n'importe quelle photo, elle avait été prise dans la propre chambre de Nkechi. La légende disait, une reine connaît son trône. #l'ancienne retirée #passage à un niveau supérieur. Le téléphone de Nkechi vibra sans cesse avec des messages d'amis et de connaissances inquiets. Certains demandaient si elle avait vu la publication de Tina, d'autres envoyaient simplement des captures d'écran avec des émojis tristes ou choqués. La photo était indubitable. Tina se prélassait sur le lit, portant un peignoir en soie qui appartenait autrefois à Nkechi. La literie était clairement celle que Nkechi avait achetée, un motif vibrant qu'elle avait choisi avec soin lorsqu'elle avait emménagé dans la maison en tant que jeune mariée. Et maintenant, Tina avait l'audace de l'exhiber en ligne, se moquant d'elle avec des hashtags qui déclaraient pratiquement l'ancienne épouse à la retraite. La douleur de la trahison s'intensifiait à chaque pixel. Elle sentit ses mains trembler, les larmes menaçant de déborder. Elle était furieuse. Furieuse du manque de respect flagrant, furieuse de l'inévitabilité que les gens le voient et en parlent, furieuse contre Femi pour avoir permis que cela se produise. Surtout, elle était en colère contre elle-même avoir laissé les choses, elle voulait affronter Femi immédiatement, se déchaîner, dire à Tina exactement ce qu'elle pensait d'elle. Mais elle se souvint du conseil d'Ada, ne les laisse pas te voir transpirer. Ne dévoile pas ton jeu, au lieu de cela,
elle parcourut calmement les centaines de commentaires. La plupart des gens acclamaient Tina, captivés par l'étalage effronté d'une autre femme prenant le dessus. Quelques commentaires épars exprimaient de la sympathie pour Nkechi, mais ils étaient noyés dans une mer de « j'aime » et d'émojis rieurs. Un message arriva d'Ada. Nada. Ne réagis pas publiquement, disait-il. Des captures d'écran ont été prises. Garde ton sang-froid. Nkechi prit une profonde inspiration tremblante et suivit le conseil de sa cousine. Plutôt que de répondre avec rage, elle enregistra discrètement la capture d'écran. Elle ajouta des notes à son dossier grandissant, puis ferma son téléphone. Elle résolut de rester silencieuse et d'observer. Leur arrogance pourrait bien être la chose même qui mènerait à leur chute plus tard. Et ainsi la journée se passa, Nkechi recevant d'innombrables SMS d'amis et de connaissances. Chaque nouveau ping ressemblait à une autre blessure s'ouvrant, mais elle tint bon, sachant que chaque publication humiliante constituait un dossier pour elle. À la fin de la soirée, elle se sentit épuisée, comme si elle avait mené une bataille invisible toute la journée. Femi rentra tard, encore une fois. Il la regarda à peine en entrant. Nkechi l'observa un instant. Il paraissait satisfait de lui, comme si le monde entier tournait autour de ses caprices. Elle ne dit rien, lui offrant simplement un regard froid et silencieux. S'il remarqua sa colère, il ne la reconnut pas. Elle ajouta silencieusement cette nuit à son dossier mental de son comportement dédaigneux. Quelque part au fond de son esprit, elle repassa la photo humiliante et se dit, bientôt, ils regretteront de m'avoir sous-estimé. Quelques jours plus tard, la tension avait atteint son paroxysme. Femi, peut-être enhardi par les démonstrations publiques de Tina ou irrité par le silence de Nkechi, lui présenta les papiers du divorce. Il le fit avec un air théâtral, comme s'il s'attendait à voir des larmes et des supplications. Nkechi nettoyait la cuisine lorsqu'il lui fourra les documents sous le nez. Elle s'arrêta, s'essuyant les mains sur un torchon avant de prendre les papiers. Elle feuilleta les pages, parcourant le jargon juridique. Son cœur battait la chamade, mais son expression resta calme. « Alors c'est ça ?» demanda-t-elle doucement, croisant enfin son regard. Il haussa les épaules. « Oui. Signe-les. Mettons fin à cette farce. Je suis fatigué de tes drames. Tu te plains toujours, tu remets en question chacun de mes gestes. Je mérite de vivre ma vie en paix. » Nkechi faillit rire de son audace. « Tu mérites la paix ?» répéta-t-elle, se forçant à ne pas se déchaîner. Elle prit une profonde inspiration et décida de suivre le plan qu'elle avait discuté avec Ada. « Bien. Où dois-je signer ?» Femi cligna des yeux, surpris par son manque de protestation. « Tu vas juste signer ?» Elle hocha la tête, feuilletant les pages jusqu'à ce qu'elle trouve les lignes de signature. « Oui. Tu veux partir ? Bien. » Elle alla chercher un stylo. Sa main trembla légèrement alors qu'elle griffonnait son nom sur chaque page. À l'intérieur, ses émotions bouillonnaient, mais elle ne montra qu'une détermination stoïque. Elle voulait lui montrer qu'elle était plus forte qu'il ne l'avait jamais cru. Femi regarda, perplexe et silencieux. L'homme qui s'attendait à des supplications trouva à la place une acceptation calme. Cela le déstabilisa visiblement. Après un moment, il esquissa un sourire narquois. « Alors tu ne vas même pas te battre pour quoi que ce soit ? Aucune exigence. » Elle lui rendit les papiers. « J'ai fini de me battre pour un homme qui veut m'humilier. Prends ta liberté. J'ai ma dignité. » Il parut presque déçu, comme s'il avait répété un monologue triomphal sur les raisons de son départ et sur la gratitude qu'elle devrait lui témoigner pour sa générosité. Maintenant, cette performance n'avait plus lieu d'être. Au lieu de cela, il marmonna une insulte à demi-mot et sortit de la cuisine en trombe, les papiers à la main. Dès qu'il fut parti, Nkechi s'affaissa contre le comptoir, le souffle court. Une larme coula sur sa joue, mais elle l'essuya rapidement. Elle savait qu'elle devait rester calme. Dans son esprit, elle entendait sans cesse la voix d'Ada. Ce n'est que la première étape. Ne laisse pas tes émotions te briser. Elle sortit son téléphone et envoya un SMS à Ada. Il vient de me donner les papiers du divorce. J'ai signé. Presque immédiatement, Ada répondit. Reste calme. C'est bien. Laisse-le penser qu'il a gagné. Nkechi poussa un petit soupir de soulagement. Elle n'était pas seule dans cette épreuve.
Et bien qu'elle ressentit la douleur cuisante d'un cœur brisé, elle était déterminée à ne pas le montrer. Pour l'instant, elle laisserait Fémi penser qu'il avait le dessus. Mais elle se jura silencieusement, je ne quitterai pas ce mariage en victime. La nouvelle se répandit rapidement dans leurs cercles sociaux que Fémi avait demandé le divorce et que Nkechi avait signé sans se battre. La machine à rumeurs produisait des histoires sur la façon dont Fémi passait à une partenaire plus jeune et plus dynamique, tandis que Nkechi était mise à la porte, sans rien. Les gens chuchotaient pour savoir si elle pourrait survivre financièrement, puisque Fémi était le principal soutien de famille. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Un soir, alors qu'elle se préparait le dîner, plus par habitude que par faim, Fémi entra en se pavanant avec Tina à sa remorque. La femme tenait des sacs de course, se déhanchant de façon spectaculaire comme si elle était chez elle. Nkechi se raidit mais ne dit rien. Elle posa une casserole de soupe sur le feu, refusant de céder de la place dans sa propre cuisine. La tension était électrique. Tina, apercevant Nkechi, laissa échapper un petit rire moqueur. « Oh, tu es encore là ? Je pensais que tu serais dans un hôtel à l'heure qu'il est. » Avant que Nkechi ne puisse répondre, Fémi intervint. « Je lui ai dit de faire ses valises, mais elle traîne les pieds. Ne t'inquiète pas cependant. Une fois ce divorce finalisé, elle devra partir. Elle est venue ici sans rien. Elle repartira sans rien. » Nkechi sentit une vague de colère. Elle éteignit le feu, ne se faisant pas confiance près des flammes nues à ce moment-là. Mais elle refusa de faire une scène. S'il y avait une chose qu'elle avait apprise d'Ada, c'était de garder son sang-froid. Alors elle s'essuya calmement les mains sur un torchon de cuisine, croisa le regard de Tina, puis celui de Fémi. « Bonne soirée, dit-elle doucement, et sortit de la cuisine, la tête haute. Depuis le couloir, elle entendit la voix aiguë de Tina. Elle est tellement pathétique, à agir comme si elle avait le droit d'être ici. Fémi rit en signe d'approbation. Leurs voix s'estompèrent alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la maison. Nkechi se retira dans sa chambre, le cœur battant. Elle fixa son reflet dans le miroir, la femme qu'elle y voyait. Était-elle devenue l'ombre d'elle-même? Elle se souvint comment, dans sa jeunesse, elle avait été pleine de vie, confiante, jamais du genre à rester silencieuse face au manque de respect. Pourtant, les coups de la vie lui avaient appris la retenue. Maintenant, sa dignité résidait dans le fait de ne pas s'abaisser à leur niveau. Elle prit son téléphone et envoya un SMS à Ada, racontant la dernière humiliation. La réponse d'Ada arriva rapidement. « Il pense que tu n'as aucun droit. Attends juste. » Nkechi s'accrocha à cette réassurance. Dans le calme de sa chambre, le vieux lit ressemblant plus à un lieu de repos temporaire qu'à un refuge sûr, elle réaffirma sa résolution. S'il la voulait dehors, il devrait attendre que la loi parle. Jusque-là, elle ne se laisserait pas intimider jusqu'à la soumission. Le jour officiel du déménagement arriva. Le divorce n'était toujours pas entièrement traité par les tribunaux, mais Fémi insista pour faire sortir Nkechi de la maison le plus tôt possible. Il avait même engagé une camionnette de déménagement et 2 hommes pour emporter ses affaires. Nkechi trouva toute cette mise en scène surréaliste. Elle ne résista pas. Elle emballa calmement ses vêtements et ses effets personnels dans quelques valises et cartons. C'était un exode silencieux, chaque objet soigneusement plié ou emballé, représentant un éclat de sa vie qu'elle ne pouvait supporter de voir terni par leur manque de respect. Fémi et Tina rôdaient à proximité, faisant occasionnellement des remarques condescendandes. « C'est tout ce qu'elle a, » rit Tina. « J'ai plus de chaussures de marque qu'elle n'a de vêtements. » Nkechi ignora leur raillerie. En vérité, elle était entrée dans le mariage avec des possessions modestes. La plupart de son argent avait servi à soutenir les premières entreprises de Fémi. Elle avait cru en ses rêves. Maintenant, il utilisait cette histoire pour la dépeindre comme une sangsue, oubliant combien de fois elle s'était sacrifiée pour l'aider à réussir. Lorsque la camionnette fut chargée, Nkechi s'arrêta à la porte d'entrée. Elle regarda autour de la maison qui avait autrefois été un symbole de leur union. La pièce semblait vide de chaleur et remplie d'échos creux de rires passés. Elle sortit discrètement, n'accordant pas à Fémi ou Tina la satisfaction de voir ses larmes. Dehors, le chauffeur attendait, l'air plus sympathique qu'elle ne s'y attendait. Il ouvrit la portière passager, et elle se glissa à l'intérieur, berçant une petite boîte qui contenait des souvenirs sentimentaux, des albums photos, quelques lettres, et la montre que Fémi lui avait offerte pour leur premier anniversaire, à l'époque où il se souciait encore. Alors que la camionnette s'éloignait,
elle eut un dernier aperçu d'eux debout sur le pas de la porte. Le bras de Fémi drapé sur les épaules de Tina, tous deux affichant des sourires suffisants. La scène se grava dans son esprit. Elle refusa de se retourner à nouveau. Le chagrin était immense, mais elle ressentit aussi un étrange sentiment de soulagement, comme si une chaîne invisible avait été retirée de son âme. Elle ne vivrait plus dans l'ombre de son mépris. Elle s'était arrangée pour rester temporairement dans l'appartement d'une amie, juste le temps de régler ses prochaines étapes. L'amie, Yvonne, l'accueillit chaleureusement, l'aidant à porter les cartons dans une petite chambre d'amis. Cette nuit-là, blottie dans des draps inconnus, Nkechi laissa la réalité de sa nouvelle vie la submerger. Elle était, à toutes fins utiles, seule maintenant, libérée de la toxicité de Fémi mais aussi à la dérive dans l'incertitude. Pourtant, elle s'accrocha fermement à l'espoir que tout ce qu'Ada avait orchestré en coulisses porterait ses fruits. Elle se souvint du nom du chef au baiser, du souvenir de la façon dont il avait autrefois aidé Fémi, de la façon dont il l'avait toujours appréciée. Elle se demanda si une partie de cette bienveillance subsistait. Elle était loin de se douter que les rouages du destin tournaient déjà en sa faveur. Une semaine s'était écoulée depuis que Nkechi avait quitté son domicile conjugal. Elle s'attendait à ce que la vie ralentisse, mais elle semblait plus occupée que jamais. Elle passait ses journées à chercher un nouvel emploi, à réorganiser ses finances et à rencontrer Ada pour discuter de la procédure de divorce. Elle dormait la plupart des nuits sur le canapé d'une amie, bien que la chambre d'amis d'Yvonne fût une bénédiction pour l'intimité. Un soir, alors qu'elle s'installait pour vérifier ses emails, une livraison inattendue arriva. Yvonne lui tendit une grande enveloppe Kraft, scellée d'un cachet officiel. Nkechi l'examina, intriguée par le nom de l'expéditeur, Maître Ocon et associé. Elle ne reconnut pas immédiatement le cabinet. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, elle trouva une lettre et quelques documents juridiques. La lettre portait l'entête de la succession du chef au baiser. Nkechi sentit son cœur sursauter. Le chef au baiser avait été son défunt parrain, un aîné respecté qu'il avait toujours traité comme sa famille. Il était décédé quelques mois auparavant, laissant derrière lui un héritage que peu pouvait égaler. Ses yeux parcoururent le texte. La lettre expliquait que le chef au baiser avait laissé certains actifs à son nom, à divulguer lors du premier anniversaire de son décès. Un anniversaire qui venait de passer. Une vague d'incrédulité la submergea. Elle lut plus loin, découvrant une référence à des documents de propriété et à des parts sociales liées aux entreprises de Fémi. Le chef au baiser a toujours voulu que Nkechi ait une sécurité financière. En reconnaissance de sa nature loyale et attentionnée, lisait-on dans la lettre. Elle faillit laisser tomber les pages sous le choc. Les souvenirs affluèrent. Les fois où le chef au baiser venait, louant sa cuisine, la complimentant sur la façon dont elle soutenait les rêves de Fémi, exhortant Fémi à mieux la traiter. Elle se souvint comment il lui avait dit un jour « Une bonne femme vaut plus que de l'or ». Apparemment, il s'était assuré qu'elle ne se retrouverait pas les mains vides. Et il semblait qu'il l'avait fait d'une manière juridiquement contraignante. Elle feuilleta les documents justificatifs, les mains tremblantes. La ligne la plus notable disait « Nkechi héritera de toutes les actions et des participations de contrôle initialement fournies par le chef au baiser à Fémi pour la création de sa société immobilière, dans le cas où Fémi n'agirait plus dans le meilleur intérêt de la famille ou manquerait à ses obligations morales. » Les mots semblaient surréalistes, presque cinématographiques dans leur intensité. Stupéfaite, elle prit son téléphone et composa le numéro d'Ada. En phrases courtes et précipitées, elle raconta la lettre. Ada écouta avec admiration. « Cela change tout, dit finalement Ada. Cela signifie que tu as une participation dans cette maison, et potentiellement dans d'autres propriétés et actions également. Le chef au baiser devait avoir prévu l'irresponsabilité de Fémi. » Nkechi déglutit difficilement. « Mais comment est-ce possible ? Je n'ai jamais rien signé reconnaissant ces actions. » Le ton d'Ada devint plus prudent. Les documents font référence à une société holding. Il semble que le chef au baiser ait créé une entité juridique quitte à effectivement transférer la propriété à sa mort, sous certaines conditions. Cela pourrait être compliqué, mais c'est un atout majeur dans la procédure. Un tourbillon d'émotions traversa Nkechi. Elle était touchée par la prévoyance et la générosité du chef au baiser. Elle ressentit également une pointe de tristesse qu'il ne soit plus là pour voir à quel point elle était reconnaissante. Pourtant, dominant tout cela, il y avait un sentiment naissant de résolution. Cette lettre, si elle était légitimement confirmée par le tribunal,
signifiait qu'elle n'était pas seulement une ex-épouse sans le sou. Elle avait une véritable revendication, peut-être plus que Femi ne le réalisait. Avant de raccrocher, Ada conseilla, gardons cela secret pour l'instant. Je dois vérifier l'authenticité de ces documents et m'assurer que tout est en ordre. Ne préviens pas Femi. Nkechi accepta. Elle remit soigneusement les papiers dans l'enveloppe et la plaça en lieu sûr dans l'appartement d'Yvonne. Assise en silence, elle digéra l'ampleur de cette évolution. Ça, pensa-t-elle, ça change la donne. Au cours des jours suivants, Nkechi rencontra Ada en privé dans le bureau de l'avocate. Elles examinèrent les documents dans les moindres détails. Selon les clauses en petits caractères, la contribution du chef Obese à l'entreprise de Femi était, en fait, un don conditionnel. À l'époque, Femi avait signé un accord qui plaçait l'acte de propriété de la maison et d'autres biens sous une société holding avec une propriété d'actions partagée. Initialement, cette propriété était répartie entre Femi et le chef Obese. Mais à sa mort, Obese légua la majorité des parts à Nkechi, sous réserve de la conduite honorable de Femi au sein du mariage. Ada désigna une clause. Cela signifie essentiellement que si Femi déshonore le mariage, ou si le mariage se dissout pour des motifs qui indiquent son infidélité ou sa défaillance morale, les parts reviennent entièrement. La propriété, en particulier la maison, serait sous ton contrôle. Les yeux de Nkechi s'écarquillèrent. Donc, cela signifie qu'aux yeux de la loi, je pourrais en fait posséder la maison dont je viens d'être forcé de partir? Ada hocha lentement la tête, laissant cela s'imprégner. Oui. Mais nous devons être sûrs que le tribunal accepte ces conditions. Compte tenu des preuves de son infidélité, je pense que c'est solide. Nous avons des captures d'écran, des photos, des publications publiques sur les réseaux sociaux. Femi ne peut pas prétendre que c'était juste un malentendu. Le pouls de Nkechi s'accéléra. L'idée qu'elle possédait la maison même d'où elle avait été chassée sans cérémonie lui parut à la fois ironique et exaltante. Une partie d'elle s'inquiétait de la pagaille que cela pourrait engendrer, mais elle se sentait aussi vengée. Après toute cette humiliation, c'était justice. Je ne veux pas faire de scène publique, dit doucement Nkechi. Je veux juste ce qui m'appartient de droit. Je veux mettre fin à ce cauchemar avec ma dignité intacte. Ada sourit. C'est exactement ce que nous ferons, mais cela pourrait être un processus lent. Le système juridique devra confirmer ces documents et rendre un jugement formel en ta faveur. Nkechi expira, un mélange de soulagement et d'anticipation. Elle se souvint de la façon dont Femi l'avait regardée avec mépris, de la façon dont Tina l'avait moqué publiquement. Le souvenir de ce jour humiliant, les regardant se tenir sur le pas de la porte alors qu'elle partait, s'accrochait à son cœur comme une ecchymose. Elle pensa à quel point ils devaient se sentir satisfaits en ce moment même, se pavanant dans leur maison sans aucun remords. Mais maintenant, avec ces documents, la vérité était de son côté. Elle serra les poings, non pas de colère, mais d'un sentiment calme de détermination. Pour une fois, le destin lui avait mis une carte puissante en main, et elle la jouerait sagement. Cette même semaine, Ada présenta Nkechi à un collègue, un comptable expert en structure d'entreprise. Ils s'assirent autour d'une petite table dans le bureau d'Ada, feuilletant d'autres pages de documents juridiques et financiers. Le comptable, un homme méticuleux nommé Sheikh, expliqua comment le chef Obese avait créé une société holding, Apata Holdings, pour gérer les actifs. Initialement, 60% des actions étaient au nom de Femi, et 40% au nom d'Obese. Au décès d'Obese, ces 40% devaient être transférés à Nkechi. Cependant, en raison de la clause morale, si Femi ne respectait pas ses vœux conjugaux, 20% supplémentaires reviendraient à Nkechi, lui donnant une part majoritaire de 60%. Sheikh ajusta ses lunettes, pointant la section pertinente. Donc, en fait, vous détiendriez la majorité si ces clauses sont respectées. Et cela signifie que vous avez le contrôle sur la maison, tous les comptes professionnels sous Apata Holdings, et toutes les filiales. Nkechi déglutit. Elle pouvait à peine croire l'ampleur de ce que le chef Obese avait mis en branle. Mais, Femi a fondé cette entreprise. Je ne me suis jamais vraiment impliqué au quotidien. Sheikh offrit un signe de tête rassurant. Cela n'a pas d'importance. Légalement, un actionnaire majoritaire a le pouvoir de prendre des décisions. Si cela n'est pas contesté ou si vous gagnez au tribunal, décideur. L'esprit de Nkechi tourbillonna sous le poids des implications. Elle avait passé des années à soutenir Femi en coulisses, croyant en son potentiel. Maintenant,
il s'avérait qu'elle était littéralement investie dans son entreprise. Bien plus que même lui ne le savait. Le souvenir de lui se moquant, « Tu es venu ici avec rien », résonnait dans son esprit comme un disque rayé. Elle avait hâte de voir l'expression de son visage quand la réalité le frapperait. Ada la pressa à la prudence. Laissons-les dans l'ignorance pour l'instant. Si Femi soupçonne que tu as cet avantage, il pourrait faire quelque chose de radical, liquider des actifs ou essayer de transférer des fonds. Nous devons nous assurer que tout est verrouillé légalement. Nkechi hocha la tête, la voix ferme. J'attendrai. Laissons-les continuer à parader. Je veux tout finaliser avant de faire quoi que ce soit. La réunion se conclut par un plan d'action. Déposer discrètement les requêtes nécessaires, authentifier les documents au tribunal et se préparer à une confrontation finale. Nkechi quitta le bureau se sentant à la fois dépassée et étrangement triomphante. Elle marcha le long de la rue animée de la ville, une nouvelle étincelle dans sa démarche. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit le poids du désespoir se lever. Un sentiment de justice était proche. Pendant que les rouages juridiques tournaient en arrière-plan, Nkechi suivit le conseil d'Ada. Elle garda un profil bas, évitant les déclarations publiques ou les confrontations avec Femi ou Tina. Elle ne répondit pas à leurs publications provocatrices sur les réseaux sociaux, ni ne partagea sa propre version de l'histoire. Elle disparut simplement des projecteurs en ligne, les laissant se prélasser dans l'illusion de la victoire. Pendant ce temps, Femi et Tina semblaient déterminés à exhiber leur nouvelle vie à chaque occasion. Tina publia des vidéos d'eux dansant dans le salon, organisant des dîners avec des amis, et même redécorant leur chambre. L'audace piquait, mais Nkechi garda le silence. Elle suivit le plan, les laissa s'amuser. Chaque publication suffisante ne servait qu'à renforcer la résolution de Nkechi. Elle enregistra des captures d'écran, les transmit à Ada, et regarda tranquillement pendant qu'ils exhibaient ce qu'ils croyaient être une propriété permanente. L'arrogance de Femi ne connaissait pas de limite. Il se vantait auprès d'amis d'être passé d'un ancien modèle à quelqu'un qui correspondait à ses goûts de luxe. Tina, de son côté, paradait son nouveau statut, exhibant des vêtements et des accessoires coûteux, se vantant d'avoir transformé la maison en un palais TikTok. En privé, Nkechi travaillait avec Ada et Sheikh pour consolider son dossier. Il vérifiait les signatures, collectait les relevés bancaires et examinait les registres de propriété. Il y eut des conférences téléphoniques tard dans la nuit où Ada la guida à travers des scénarios potentiels au tribunal. Parfois, Nkechi se sentait anxieuse. Et si Femi trouvait une faille? Mais Ada la rassurait constamment que la loi était de son côté. Pendant tout ce temps, Nkechi se souvenait de la générosité du chef obésé. Elle aurait aimé qu'il soit en vie pour voir comment son intervention pourrait la sauver de la ruine. Elle l'imaginait secouant la tête devant la trahison de Femi, rappelant à Nkechi que certains hommes n'apprécient jamais ce qu'ils ont avant de l'avoir perdu. Et ainsi le temps passa, la tension montant sous un extérieur calme. Nkechi regardait depuis les coulisses pendant que Femi et Tina organisaient plus de rassemblements, publiaient plus de vidéos et se délectaient de leur victoire perçue. Chaque diffusion ne faisait qu'ajouter du carburant au feu juridique qui allait bientôt les consumeurs. Nkechi ressentait une anticipation croissante, comme si elle se tenait au bord d'une nouvelle vie, attendant la dernière poussée qui la libérerait. Peu de temps après le dépôt discret des documents juridiques, une grande fête à la maison fut annoncée sur les réseaux sociaux de Tina. Elle l'appela la « fête de la nouvelle ère », où elle promit champagne, rire et plaisir sans fin. L'invitation se répandit parmi leurs connaissances mutuelles, beaucoup étant curieux de voir le spectacle de la nouvelle vie de Femi. Fidèle à son plan, Nkechi resta à l'écart. Mais elle reçut des mises à jour de plusieurs sources. Photos, courts clips et SMS chargés de ragots. Tina avait transformé la maison en une mini-boîte de nuit pour la soirée, avec des lumières clignotantes et de la musique forte. Les portes étaient grandes ouvertes à un éventail d'invités, y compris des influenceurs des médias sociaux avides de la prochaine grande histoire tendance. Femi paradait dans une tenue de créateur, trinquant au champagne avec quiconque voulait bien porter un toast. Ses bras étaient souvent autour de la taille de Tina alors qu'ils s'embrassaient devant les caméras, profitant clairement de chaque instant d'attention. Et entre ces démonstrations d'affection, Femi trouvait le temps de se moquer de Nkechi. Il fit des remarques désobligeantes sur le fait qu'elle était, hors jeu, qu'elle n'avait pas sa place dans leur nouvelle vie de luxe. Tina, se délectant de sa nouvelle célébrité, attira une équipe de tournage, probablement des amis capturant des images pour les réseaux sociaux, et fit un court monologue sur la façon dont elle avait amélioré l'ambiance de la maison,
et comment l'ancienne épouse ne pouvait tout simplement pas suivre. Au milieu de cette liesse, le téléphone d'Ada vibra sans arrêt. Elle et Nkechi étaient assises dans l'appartement d'Ada, examinant les publications en direct au fur et à mesure de leur arrivée. Ada eut un sourire narquois, secouant la tête devant l'arrogance flagrante. « Ils font notre travail pour nous, dit-elle. Chaque remarque vantarde, chaque insulte, ne fait que renforcer nos preuves de leur inconduite morale. » Nkechi, bien que piquée par le ridicule public, ressentit un étrange sentiment de calme. Elle sirota une tasse de thé, se rappelant qu'il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. « Laisse-les célébrer, dit-elle doucement. Ils construisent leur propre château de cartes. » Et en effet, les images de la fête étaient truffées de signaux d'alarme, des invités ivres divulguant des détails sur la façon dont Femi avait utilisé les fonds conjugaux pour acheter des cadeaux à Tina, Tina se vantant de certains actifs qui pourraient légalement appartenir à Apada Holdings, et les moqueries dirigées contre la soi-disant « pauvreté » de Nkechi. Chaque clip, chaque publication, trouva sa place dans le dossier de preuve de Nkechi. À la fin de la nuit, la maison était jonchée de bouteilles vides et de restes de nourriture. Mais cela n'importait pas à Femi et Tina. Ils se retirèrent dans la chambre principale, probablement convaincus qu'ils possédaient le monde. Ils étaient loin de se douter que leur plus grande surprise était déjà scellée, attendant juste le bon moment pour être livrée. Le lendemain matin même, pendant que Femi et Tina soignaient leur gueule de bois, Ada déposa un dernier jeu de documents devant un juge. Les preuves étaient exhaustives, preuve de l'infidélité de Femi, de son humiliation publique et de son utilisation imprudente de ce qui était techniquement des biens matrimoniaux. Associé à la donation conditionnelle du chef Obésé et à la nouvelle participation majoritaire de Nkechi dans Apada Holdings, le dossier était en béton. En quelques jours, l'ordonnance du tribunal fut signée et scellée. Nkechi avait officiellement le droit légal de revendiquer la propriété de la maison et des parts de l'entreprise. Tout ce qui restait était le processus formel de notification à Femi. Le cabinet d'avocats s'arrangea pour que les documents soient livrés en personne, s'assurant qu'il n'y aurait aucune réclamation d'ignorance. Nkechi prit une profonde inspiration quand Ada lui tendit une copie de l'ordonnance finalisée. Elle parcourut le langage officiel, ressentant un sentiment de justice à chaque paragraphe. C'était ça, le moment qu'elle attendait. Elle n'était plus une victime mise de côté, elle était la propriétaire légitime. Elle remercia abondamment Ada, des larmes brillant au coin de ses yeux. Ada posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu as mérité ce moment. Le chef Obésé t'a fait un cadeau, mais tu t'es battu pour cela avec grâce et dignité. » Nkechi hocha la tête, incapable de trouver les mots justes. Des mois d'angoisse, de trahison et d'humiliation avaient mené à cela, un bout de papier qui symbolisait sa libération et sa justification. Ils firent des plans pour la révélation finale. Ada insista pour impliquer les autorités et les représentants légaux afin de s'assurer que Femi ne pourrait pas intimider ou manipuler la situation. Nkechi accepta. Il ne s'agissait pas de vengeance par la violence ou le drame, il s'agissait de laisser la loi parler. Ce soir-là, alors qu'elle s'installait dans sa chambre empruntée chez Avon, Nkechi fixa le document officiel. Elle ne put s'empêcher de sourire à travers ses larmes. C'était comme si la voix du chef Obésé résonnait, lui rappelant sa valeur. Elle murmura un doux merci à la mémoire de son parrain, ressentant une détermination renouvelée à honorer sa foi en elle. Les jours suivants furent un tourbillon de précisions orchestrées. Ada coordonna avec les fonctionnaires du tribunal, qui s'arrangèrent pour que l'ordonnance soit remise en main propre à la propriété. Tôt le matin, deux huissiers au visage sévère s'approchèrent du portail d'entrée, document juridique en main. Ils apposèrent un grand avis sur le portail, lumineux et indubitable. Quitter les lieux dans les 48 heures sous ordonnance du tribunal. À l'intérieur de la maison, Femi et Tina furent pris totalement au dépourvu. Un voisin filma l'arrivée des huissiers sur son téléphone, capturant le moment où ils clouèrent l'avis sur le portail. Ce court clip devint viral presque instantanément. Tant de gens avaient suivi le drame que tout nouveau développement suscitait un intérêt généralisé. Une rafale d'appels téléphoniques paniqués s'ensuivit. Femi appela son avocat enragé, exigeant des explications. Tina arpentait le salon, les larmes menaçant de ruiner son visage parfaitement manucuré. Ils se démenèrent pour comprendre le jargon juridique qui expliquait comment la véritable propriétaire, Nkechi, avait fait valoir ses droits. Ils découvrirent avec stupeur que la succession du chef Obésé n'avait jamais entièrement transféré certains actifs à Femi sans condition. Pendant ce temps, Nkechi resta à l'écart du chaos.
Elle recevait des mises à jour par l'intermédiaire d'ADA, qui était bombardé d'appels de l'avocat de Femi. Il supplie pour une réunion, dit ADA, cachant à peine sa satisfaction. Nkechi répondit par une simple directive, laissez la loi suivre son cours. Devant la maison, des voisins curieux et des badauds se rassemblèrent. Certains prirent des photos de la vie, d'autres chuchotèrent sur la façon dont la justice semblait finalement favoriser Nkechi. Le même portail qui avait autrefois symbolisé son départ forcé portait maintenant une déclaration publique qu'elle était, en fait, la propriétaire légitime. Pour Femi et Tina, le changement soudain de réalité fut stupéfiant. Le royaume d'arrogance s'effondra en une seule matinée. Le faste et le glamour de leurs publications sur les réseaux sociaux contrastaient vivement avec l'avis juridique sévère qui menaçait d'expulsion. Au fil de la journée, le choc ne fit que s'approfondir, et le compte à rebours pour quitter les lieux commença. En fin d'après-midi, la fureur de Femi déborda. Il sortit en trombe jusqu'au portail, arrachant la vie devant plusieurs voisins surpris. « C'est n'importe quoi », cria-t-il. « Quelqu'un a falsifié ce document. Mon nom est sur l'acte de propriété. » Mais même en froissant le papier, la nature officielle du cachet était indubitable. Il y avait plusieurs copies de l'avis affichées autour de la propriété, et d'autres furent livrées directement dans sa boîte aux lettres. Les badauds chuchotaient, certains l'enregistrant sur leur téléphone. Tout ce fiasco menaçait de devenir une autre sensation virale, et la fierté de Femi en prit un coup sévère. Désespéré, il essaya d'appeler ADA à plusieurs reprises, mais elle refusa de répondre. Il tenta ensuite de joindre Nkechi, laissant message vocal sur message vocal, chacun plus en colère que le précédent. « Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais tu ne t'en tireras pas comme ça, » cria-t-il au téléphone. Ce doit être une erreur. À l'intérieur, Tina oscillait au bord de la panique. Elle serrait son téléphone, lisant les derniers commentaires sur les réseaux sociaux. Ils allaient du choc à la joie mauvaise, beaucoup de gens soulignant avec jubilation que le règne de Tina était terminé avant même d'avoir commencé. Elle fusilla Femi du regard, les larmes aux yeux, exigeant une explication. « Tu m'as dit que tu possédais cette maison, » cria-t-elle. « Qu'est-ce que c'est que cette absurdité à propos de Nkechi qui contrôle la propriété ?» Femi, rouge d'embarras, tenta de la consoler. « C'est un piège, insista-t-il. Quelque chose à propos de la succession du chef obésé. Je ne sais pas. Mon avocat va arranger ça. » Mais même en prononçant ces mots, le doute vacilla dans ses yeux. Il se précipita à l'étage pour fouiller dans de vieux documents, cherchant la moindre preuve qui pourrait étayer sa revendication. Mais plus il cherchait, plus il réalisait qu'il n'avait jamais pris la peine de lire les petits caractères des accords qu'il avait signés sous la direction du chef obésé. Toute la journée, la maison resta sous l'ombre de la réclamation légale. Chaque fois que Femi ouvrait une porte ou actionnait un interrupteur, la conscience que tout cela pourrait bientôt disparaître le rongeait. Tina boudait dans son coin, son personnage glamour s'effilochant. Elle publia une diatribe larmoyante sur les réseaux sociaux, accusant des forces maléfiques anonymes de tenter de saboter son bonheur. Mais les commentaires sous sa publication ne firent que devenir plus brutaux. Le soir tombant, ils s'assirent dans le salon, les téléphones vibrant sans cesse, le souvenir de la fête de la veille une plaisanterie amère. Femi réalisa avec un pincement au cœur qu'il était sur le point de tout perdre, tout cela parce qu'il avait sous-estimé Nkechi, et l'héritage que le chef obésé lui avait laissé. Tôt le lendemain matin, un groupe de représentants légaux arriva à la maison avec une documentation complète. Femi et Tina furent contraints de leur accorder l'entrée. Tina plana nerveusement près de l'escalier, trop humiliée pour afficher sa bravade habituelle devant les caméras. Femi tenta de paraître calme mais la sueur perlait sur son front. L'un des représentants, un homme d'âge mûr en costume impeccable, déposa les documents sur la table à manger. « Nous sommes ici pour clarifier la propriété de ce bien, » dit-il. « Tout est ici dans les registres officiels. » Femi attrapa les dossiers, les feuilletant, mais le jargon juridique le submergea. Son avocat, arrivé quelques instants plus tôt, parcourut les pages d'une mine sombre. Finalement, l'avocat regarda Femi et secoua la tête. « C'est légitime, » marmonna-t-il. Le nom de Nkechi figure sur l'acte de propriété original, enregistré par l'intermédiaire d'Apata Holdings. Cela a été placé sous un arrangement conditionnel par le chef obésé. Tina, incapable de se contrôler, jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Femi. Quand elle vit le nom de Nkechi, son visage pâlit. « Tu n'as jamais possédé cette maison, siffla-t-elle.
Tout ce temps tu as agi comme le grand patron, et tu ne l'as jamais vraiment possédé. Femi déglutit difficilement, tentant de reprendre son sang-froid. Obésé m'a fait signer des documents à l'époque. Je n'avais pas réalisé. Ses mots s'éteignirent alors qu'il réalisait à quel point il paraissait stupide. Il fixa les signatures, la sienne, clairement datée et attestée, correspondant au terme qui donnait à Nkechi la majorité des parts après le décès d'Obésé. Les représentants légaux répétèrent calmement l'ultimatum. Soit quitter les lieux dans les 48 heures, soit faire face à une expulsion forcée. Le cachet officiel sur les documents portait le poids du tribunal. L'avocat de Femi, l'air des faits, ne contesta pas. Les preuves étaient trop solides. La fureur de Tina éclata. Menteur. J'ai quitté ma place, toute ma vie, pour emménager ici avec toi. Maintenant, je suis sur le point de tout perdre. Elle se tourna vers Femi, pointant un doigt accusateur vers son visage. Tout ça parce que tu n'as pas su gérer tes affaires. Devant l'équipe juridique et quelques voisins curieux qui jetaient un coup d'œil, Femi tenta de sauver la face. Mais il ne put rassembler une défense cohérente. Le document officiel disait tout. La maison ne lui avait jamais vraiment appartenu, et maintenant la propriétaire légitime, Nkechi, la réclamait. La tirade de Tina se déversa sur la pelouse alors qu'elle continuait de réprimander Femi. Les voisins regardaient de l'autre côté de la clôture, certains enregistrant la scène. « Tu n'as jamais possédé cette maison », répéta-t-elle, l'incrédulité et la colère dansant sur ses traits. « Tout ce discours sur ton empire, ton ardeur au travail. Tu n'as même pas lu les accords. » L'expression de Femi s'assombrit. Il lui attrapa le bras en sifflant « Baisse la voix ». Mais c'était trop tard. L'humiliation était publique et indéniable. Il s'était bâti une réputation d'homme autodidacte qui avait tout sous contrôle. Maintenant, tout le quartier le voyait pour ce qu'il était. Un homme qui avait pris des raccourcis et s'était retrouvé déjoué par sa propre fierté. Tina dégagea son bras, les larmes aux yeux. « J'ai quitté mon travail, mon appartement, pensant que je vivrais la grande vie avec toi. Et maintenant tu me dis que tout ça n'était qu'un mensonge. » Elle retourna à l'intérieur en trombe, laissant Femi dans la cour, aux prises avec les regards des voisins. Quelques-uns eurent la décence de paraître compatissants, mais la plupart semblaient plus curieux que compatissants. Les mots se répandirent vite. En quelques heures, les pages de potins local reprirent l'histoire, dépeignant Femi comme un exemple à ne pas suivre. À l'intérieur, Tina commença à jeter ses affaires pêle-mêle dans des valises et des sacs de créateurs. Des sanglots brisés s'échappaient de ses lèvres alors qu'elle réalisait que le rêve qu'elle avait si soigneusement entretenu sur les réseaux sociaux s'effondrait. Fini les fêtes somptueuses à la maison. Fini les visites TikTok de son manoir. Pendant ce temps, Femi arpentait le couloir, le téléphone serré à la main, essayant de joindre n'importe qui. Banquiers, amis, anciens associés, qui pourraient l'aider à combattre l'expulsion. Mais chaque appel aboutissait au même résultat. La loi était la loi. De temps en temps, il jetait un coup d'œil vers la porte d'entrée, comme s'il s'attendait à ce que Nkechi entre et jubile. Mais elle était introuvable. À cet instant, il regretta de ne pas l'avoir mieux connue. L'épouse discrète et sans prétention qu'il avait rejetée s'avéra bien plus redoutable qu'il ne l'avait jamais imaginé. La nouvelle voyagea rapidement, et bientôt la maison devint un spectacle. Quelques médias locaux et influenceurs des réseaux sociaux affluèrent, espérant capturer des images de la chute de Femi. Des équipes de tournage s'installèrent juste devant les grilles, filmant le drame pour leur chaîne. Plusieurs observateurs se souvinrent de la fête flamboyante que Femi et Tina avaient organisée, la contrastant avec le tumulte qui se déroulait maintenant. Femi tenta de se cacher, restant à l'intérieur pour éviter. Mais les huissiers et les représentants légaux entraient et sortaient, finalisant les formalités administratives, rendant impossible pour lui de rester invisible. Il fut contraint de signer des accusés de réception attestant qu'il avait reçu l'ordonnance du tribunal, chaque signature ressemblant à un clou dans le cercueil de sa réputation autrefois si fière. Tina, voyant les caméras, tenta de sauver sa propre image en faisant une crise de nerfs sur les marches de l'entrée. Elle pleura de façon théâtrale, accusant des forces maléfiques de saboter son bonheur. Mais la sympathie du public fut limitée. De nombreux commentaires sur les réseaux sociaux soulignèrent comment elle s'était vantée d'avoir pris la maison d'une autre femme, pour ensuite en subir les conséquences. La nature virale de la scène grandit d'heure en heure,
et le hashtag Karma pour Femi fut brièvement en tendance sur les réseaux locaux. À travers tout cela, Nkechi observait à distance. Ada lui envoyait les vidéos et les reportages, chacun illustrant le désespoir de Femi et Tina. Bien qu'il fût douloureux de voir son ancienne maison transformée en cirque public, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir justifiée. Elle se souvenait des fois où Femi l'avait rabaissée, insistait sur le fait qu'elle partirait sans rien. Maintenant, les caméras capturaient son humiliation, pas la sienne. Le soir, la plupart des médias se dispersèrent, satisfaits d'avoir suffisamment d'images pour nourrir le public avide de scandales. Femi, épuisé et à bout de nerfs, s'affaissa sur le canapé du salon, dont il réalisait maintenant qu'il n'était plus vraiment le sien. Tina se retira à l'étage, claquant la porte derrière elle. Le couple autrefois célèbre ressemblait davantage à des fugitifs dans une maison sur le point d'être reprise. 2 jours plus tard, à l'heure convenue, Nkechi arriva à la propriété accompagné d'Ada, d'un représentant du tribunal et d'un petit groupe d'agents des forces de l'ordre pour faire appliquer l'ordre d'expulsion si nécessaire. Elle sortit d'une voiture modeste, vêtue simplement d'un chemisier et d'une jupe, sa posture dégageant une confiance calme. La foule des badauds s'était clairsemée, mais une poignée restait, désireuse d'assister à l'acte final. Alors que Nkechi s'approchait du portail, son cœur battait la chamade, un mélange de nervosité et de résolution. C'était la maison où elle avait autrefois cuisiné des repas, célébré des vacances, une maison qu'elle avait été forcée de quitter. Maintenant, elle revenait non pas comme une épouse tremblante, mais comme la propriétaire. Femi se tenait sur le pas de la porte, les bras croisés, le visage marqué par le ressentiment et une pointe de désespoir. Tina se cachait derrière lui, les yeux rouges et gonflés par des jours de larmes. La tension était palpable. Nkechi fit un signe de tête polie aux officiers, puis s'adressa à Femi. « Je suis ici pour reprendre la maison. L'ordonnance du tribunal est maintenue. » Femi tenta de rassembler un semblant de défi, mais sa voix se brisa. « Nkechi. Pouvons-nous parler ? S'il te plaît. » Une vague d'émotions contradictoires la submergea. C'était l'homme qu'elle avait autrefois aimé, l'homme à qui elle avait consacré des années de sa vie, mais le souvenir de la trahison et de l'humiliation publique raffermit sa résolution. Elle le regarda calmement. « Je suis ici pour faire ce que le tribunal a décrété, Femi. Rien de plus. » L'officier dirigeant le groupe s'avança. « Monsieur Femi, vous devez quitter les lieux immédiatement, ou nous devrons vous expulser par la force. » La loi a parlé. Les épaules de Femi s'affaissèrent. Il fit signe à Tina, qui pleurait silencieusement, et tous deux descendirent les marches de l'entrée. Ils avaient l'air pitoyables, transportant quelques valises et sacs qu'ils avaient emballés à la hâte. Le reste de leurs affaires devrait être récupéré sous surveillance une autre fois. Nkechi ne jubila pas. Elle ne sourit pas narquoisement ni ne lança d'insultes. Au lieu de cela, elle s'écarta, leur laissant le passage. Alors qu'ils passaient, elle et Femi échangèrent brièvement un regard. Un torrent de mots inexprimés flottait là, regret, remords et amertume. Puis il détourna les yeux, guidant Tina vers une voiture qui attendait. En quelques minutes, ils étaient partis. Tina ne perdit pas de temps après avoir quitté la maison. Elle coupa les ponts avec Femi presque immédiatement. Certains voisins l'aperçurent élant un taxi seul, ses bagages entassés autour d'elle. Des rumeurs circulèrent selon lesquelles elle avait déménagé dans l'appartement d'un parent de l'autre côté de la ville. D'autres affirmèrent qu'elle s'était enfuie dans un autre état. Personne ne le savait avec certitude, et Tina elle-même ne fit aucune grande annonce sur les réseaux sociaux. Son fil Instagram autrefois animé tomba dans le silence. Femi, de son côté, se retrouva vraiment seul. Sans Tina, sans maison et avec une réputation ternie, il passa d'un canapé d'amis à un autre. Son cercle de complices diminua, car beaucoup d'entre eux préféraient ne pas être associés à sa chute très publique. Les entreprises dont il se vantait autrefois subirent un sérieux revers. Partenaires et investisseurs se retirèrent, peu disposés à risquer leurs finances sur un homme empêtré dans un scandale. Quelques semaines plus tard, une brève note apparut sur le profil Instagram abandonné de Tina, « Je prends du temps pour moi. Besoin de me retrouver. » C'était tout. Pas de photos. Pas d'explications supplémentaires. Elle avait disparu aussi brusquement qu'elle était arrivée dans la vie de Femi. Nkechi, apprenant ces développements par ouï-dire, ne ressentit aucune pitié pour Tina. Elle se souvenait des moqueries en ligne, des photos humiliantes dans sa chambre. Pourtant,
elle reconnaissait aussi que Tina n'était qu'un autre pion dans le jeu de Femi, fait d'apparat et de statut. Quoi qu'il en soit, la femme était hors jeu, pensant probablement ses propres blessures. Pour Nkechi, la vie devint plus calme mais plus déterminée. Elle passait ses journées à consulter Ada, à finaliser les derniers détails du divorce et à ranger la maison. Chaque jour, elle parcourait les couloirs, se remémorant des souvenirs à la fois amers et doux. C'était une sensation étrange. Elle était revenue dans une maison qui avait autrefois été remplie d'amour, puis transformée en champ de bataille. Maintenant, elle était sienne, libre des forces destructrices qui l'occupaient autrefois. C'était un après-midi couvert lorsque Femi se présenta à la porte de manière inattendue. Nkechi se trouvait justement à l'extérieur, vérifiant la boîte aux lettres. Au début, elle se figea, ne sachant si elle devait le confronter ou appeler les autorités. Mais il leva les mains en signe de paix. « S'il te plaît, dit-il doucement. Je veux juste parler. » Nkechi se souvint des fois où il avait utilisé un ton similaire juste avant de l'insulter. Elle tint bon, les bras croisés. « Tu n'as rien à dire que j'ai besoin d'entendre. » Femi baissa la tête, une ombre brisée de l'homme arrogant qu'il était autrefois. « J'ai tout perdu, Nkechi. Tout. Et je sais que c'est de ma faute. Je suis désolé. » Elle le regarda avec un mélange de pitié et de ressentiment. Combien de fois avait-elle désiré l'entendre prononcer ces mots quand ils étaient ensemble? Maintenant, il sonnait creux. Le mal était fait. « Je n'ai pas besoin de tes excuses, dit-elle, la voix calme mais ferme. Nous savons tous les deux pourquoi nous sommes ici. Tu as fait tes choix. Vis avec. » Il hocha la tête, les larmes montant à ses yeux. « Je comprends. C'est juste. S'il y a un moyen pour moi de me rattraper, de t'aider avec quelque chose. » Elle le coupa doucement. « Il n'y en a pas. Les tribunaux ont tout réglé. S'il te plaît, respecte mon espace. » Sans un mot de plus, elle se retourna et rentra à l'intérieur, fermant la porte derrière elle. Femi resta là un instant de plus avant de finalement s'éloigner. À l'intérieur de la maison, Nkechi appuya son dos contre la porte, respirant lourdement. La rencontre raviva de vieilles émotions, mais elle refusa de les laisser rallumer sa douleur. Les excuses de Femi étaient peut-être sincères, mais elles arrivaient trop tard. Elle avait enfin trouvé son équilibre sans lui, et elle n'allait pas le perdre. Avec la propriété de la maison assurée, Nkechi se posa une question profonde. Et maintenant? Elle avait toujours soutenu les rêves de Femi, se concentrant rarement sur les siens. Maintenant, elle avait des ressources, des parts dans Apata Holdings et la propriété à son nom. Mais au lieu de vendre la maison ou d'y vivre comme un trophée, elle décida de la réaménager. Elle collabora avec Ada pour convertir une partie de la maison en un refuge et un centre de ressources pour les femmes en phase de transition, un peu comme elle l'avait été autrefois. L'idée était née de sa propre expérience, le sentiment de n'avoir nulle part où aller après avoir été chassée. Elle voulait offrir du réconfort et une aide pratique à d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. Ce ne fut pas un processus rapide. Elle dut naviguer entre les permis, les rénovations et le recrutement du personnel. Mais chaque obstacle ne fit que renforcer sa détermination. Le salon, autrefois théâtre de rires moqueurs, fut transformé en un espace de rassemblement chaleureux. Les chambres à l'étage, où Tina avait exhibé sa prétendue victoire, abriteraient bientôt des femmes cherchant un nouveau départ. C'était poétique de transformer un lieu de trahison en un phare d'espoir. Pendant ce temps, elle retrouva un nouveau sentiment d'identité. Elle assista à des séminaires sur le développement des petites entreprises et renoua avec des amis qu'elle avait négligés pendant son mariage tumultueux. Ada se révéla inestimable, aidant à façonner le cadre juridique du refuge à but non lucratif, s'assurant que tout était en règle. Un après-midi tranquille, alors qu'elle supervisait la nouvelle peinture des murs, Nkechi s'arrêta pour admirer la nouvelle teinte. Douce, accueillante, symbolique de la paix qu'elle espérait y instaurer. Elle réalisa que son histoire avait évolué au-delà du chagrin d'amour. Elle ne survivait pas seulement, elle construisait un héritage qui aiderait les autres à éviter l'obscurité qu'elle avait autrefois endurée. Dans la phase finale de son voyage, Nkechi se tenait sur le seuil de la maison, la même porte qu'elle avait autrefois franchie en larmes. Mais maintenant, elle arborait un sourire chaleureux. Le refuge et l'espace d'affaires pour femmes étaient officiellement ouverts. Une petite cérémonie marqua l'occasion. Rien de tape à accent grave-l'œil,
juste un modeste rassemblement d'amis, de sympathisants locaux et de quelques femmes qui seraient les premières bénéficiaires du refuge. Ada lui tendit une paire de ciseaux pour couper le ruban. Alors que Nkechi coupait le ruban, des applaudissements éclatèrent. Elle sentit des larmes lui piquer les yeux, se rappelant le chemin parcouru, d'une épouse humiliée supposée n'avoir rien à une propriétaire, une actionnaire majoritaire et une leader communautaire. Une journaliste locale l'interviewa, lui demandant ce qu'elle ressentait en reprenant la maison. La réponse de Nkechi fut simple. J'ai appris que la dignité et la résilience viennent de l'intérieur. Personne ne peut vous les donner, et personne ne peut vous les enlever à moins que vous ne le permettiez. Je suis reconnaissante d'honorer la mémoire du chef Obezé en utilisant cette maison pour élever les autres. La journaliste posa des questions sur Femi et Tina, mais Nkechi se contenta de sourire poliment. Ce chapitre est clos. Je souhaite la paix à tout le monde, mais mon objectif est maintenant de créer de nouveaux départs. Lorsque les festivités de la journée prirent fin et que les invités se dispersèrent, Nkechi se promena seul dans la maison. Les murs résonnaient des doux rires de l'espoir plutôt que des pointes amères de la trahison. Elle s'arrêta dans le couloir qui lui avait autrefois semblé un couloir de prison, se souvenant comment elle avait marché sur la pointe des pieds pour éviter les humeurs de Femi. Maintenant, c'était un lieu de promesse. Debout dans le salon, elle ferma les yeux et expira. Elle avait repris sa vie en main, selon ses propres termes, et ce faisant, elle avait transformé sa douleur en dessin. L'histoire ne portait plus sur un divorce, une maîtresse ou un anniversaire oublié. Elle portait sur une femme découvrant sa propre force, aidée par la prévoyance d'un tuteur qui croyait en sa valeur. Elle ouvrit la porte d'entrée, inspirant l'air frais, et sortit sur le porche où elle s'était autrefois éloignée, honteuse. Seulement cette fois, elle sentit le soleil sur son visage et le battement régulier de son cœur. Nkechi n'avait pas seulement gagné une bataille juridique, elle avait forgé un nouvel héritage, celui de la résilience, de l'autonomisation et de la générosité. Et cela, en fin de compte, était la plus douce des victoires. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.